Donc voilà, Franck Durieux, c'est à vous la parole. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Le micro fonctionne? Parfait. Et oui, donc j'ai le plaisir de terminer avec vous cette journée d'apprentissage, cette journée fort intéressante pour tous et toutes. Et effectivement, il est grand temps, mais je sais que tout le monde en est conscient, il est grand temps de démarxiser la France. Démarxiser la France, c'est quoi? Ce n'est pas seulement un slogan, c'est tout simplement supprimer cette notion de lutte des classes. Y a-t-il plus de différence ou moins de différence entre un salarié qui perçoit un salaire minimum et un salarié directeur général qui bénéficie d'un article 39 du Code général des impôts, c'est-à-dire une retraite chapeau, ou un salarié et un auto-entrepreneur? Je ne répondrai même pas à cette question, je vous laisse simplement méditer. La plupart du temps, quand nous voyons des dérives dans nos télévisions, nous voyons simplement un syndicaliste CGT qui essaie de s'en prendre à un syndicaliste CGC. Il n'est pas question ici, donc, de faire cette distinction complètement obsolète entre patron et salarié. On le voit rien qu'avec ces exemples tout simples. Alors, pour en revenir au sujet, le syndicalisme français est effectivement, j'ai écouté attentivement ce qu'ont dit un certain nombre d'orateurs, faible et puissant. Oui, il est faible. Et il est faible parce qu'on a vu ce matin des taux de syndicalisation ridicules par rapport à l'ensemble de l'Europe. 8% en comptant les salariés de droit public, sans compter, alors on ne les compte pas dans les 8%, mais il faut le noter, les chômeurs, les retraités ont le droit de se syndiquer. Je ne l'ai pas encore entendu, mais je reviendrai sur l'aspect des retraités tout à l'heure. Tout cela fait que nous avons un syndicat faible au niveau de la comparaison. Or, tout est comparaison dans ce monde. Nous sommes forcément faibles ou forts par rapport à quelqu'un. Donc le syndicalisme français, tel qu'il est, n'est plus représentatif, même s'il reste fort, car je sais, d'autres plus que moi, quel parti politique refuserait d'avoir 700 000 adhérents? 700 000 adhérents, la CGT, quand même. Et il est fort car le syndicalisme, qu'il soit réformiste, comme le mien, ou qu'il soit, on peut dire, révolutionnaire, comme d'autres, ou en tout cas très contestataire, est présent partout. Il est présent dans pratiquement toutes les entreprises, en tout cas toutes les entreprises de plus de 50 salariés, souvent dans les entreprises de plus de 10 salariés. Et depuis quelques années, j'entendais mon camarade Dominique tout à l'heure qui disait qu'il n'y avait plus d'élections professionnelles, certes, mais depuis quelques années, que n'a-t-on trouvé? On nous a mis des élections professionnelles uniquement pour les entreprises de moins de 11 salariés. C'est-à-dire que même dans les entreprises de moins de 11 salariés, où à la limite on a une politisation moins forte, où on pourrait peut-être avoir un syndicalisme local, ce que j'appellerais un syndicalisme local, eh bien non, on est obligé pour voter pour des personnes que l'on ne connaît pas, pour des syndicats, bien parfois qu'on n'a même pas entendu parler. D'ailleurs, ce qui pose parfois un grand problème pour la CFTC, car la CFTC a un problème de notoriété. Mais c'est un autre débat. Donc le syndicalisme est partout. Lorsqu'il y a des accords qui les signent, les élus des entreprises, non, les délégués syndicaux. Et là, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est quelque chose d'important sur lequel un parti politique comme le Front National devrait revenir. En tout cas, pourrait revenir. Il est partout et il est même maintenant législateur. C'est peut-être très bien, mais il faut le souligner. De plus en plus de ce qu'on appelle très acronymiquement à la télévision l'ANI, les ANI, les accords nationaux interprofessionnels, sont maintenant, lorsqu'ils sont évidemment d'une importance quand même relative, passent en loi quelques mois après. Je ne dis pas
que c'est bien ou que c'est mal, je constate. Hein. Le syndicalisme est partout. Et même là où il ne devrait pas. Lorsque nous avons des grandes manifestations comme celles que nous voyons encore contre la loi El Khomri, peu importe d'être pour ou d'être contre, le sujet n'est pas là aujourd'hui, qui défile? La CGT, Sud, d'autres syndicats peut-être. Et pourquoi? Parce qu'on est contre. Enfin, je veux dire par là les syndicats étudiants, si vous voulez. Enfin, il y a donc un pouvoir syndical qui est faible et en même temps un pouvoir syndical qui est très fort et qui n'est pas fort là où il le devrait. En tout cas, selon moi. Je vous passe donc les taux de syndicalisation que j'avais notés. Alors, pourquoi Eh bien, là, pourquoi cette faible syndicalisation? Les raisons en sont diverses. Hein, je n'ai pas tellement envie d'en énumérer. Je pense, moi, qu'une des raisons principales, mis à part la politisation, mais ça on l'a entendu ce matin, c'est-à-dire en fait le décalque syndicat-parti politique. Hein, pour la grande majorité des Français, un syndicat est un para-parti politique. Donc à partir du moment où on n'est plus intéressé par la vie politique, comme c'est le cas en France ou ailleurs, hein, ce n'est pas seulement en français, on n'est pas intéressé non plus par ces satellites, même si ce ne sont pas des satellites. Après, chacun se fera sa propre vérité. Donc oui, mis à part cela, je pense que la protection sociale, on parlait de protection sociale, je pense qu'un pays où il y a une protection sociale importante, efficace, sans qu'il n'a pas forcément besoin de revendications parfois supplémentaires. C'est-à-dire que la plupart des Français vivent avec leur propre protection. Et puis, comme l'a dit Dominique tout à l'heure, s'il y a un problème personnel, particulier, ponctuel, on va chercher un syndicat. D'ailleurs, peu importe lequel, celui qui est le plus puissant dans l'entreprise ou celui que l'on va croiser à la sortie du bureau où on a eu quelques soucis avec la direction. Voilà. Donc le syndicalisme, c'est c'est ce que je voulais vous faire porter comme message, c'est ce paradoxe. Faiblesse militante, force nationale très puissante, y compris parfois contre le mouvement national, mais c'est très vieux. Donc nous avons oublié. Et c'est très bien. Et ce syndicalisme est même tellement, si j'ose dire, intégré, qu'il en est devenu, on ne l'a pas noté, j'ai entendu parler de fiscalité, c'est pour ça que j'y repensé. C'est même devenu une niche fiscale, car avant le quinquennat Hollande, cotiser donnait droit à une réduction d'impôt, 66% de la cotisation dans la limite de 1% du revenu, peu importe. Mais ce que Hollande a permis, car qu'on dit nos bons syndicalistes, ils ont dit la réduction d'impôt, mais enfin, M. Hollande, il y a 53% des Français qui ne payent pas d'impôt. Donc il y a à peu près, peut-être autant, peut-être plus, peu importe, de syndicalistes qui n'en payent pas. Alors, nous on paie notre cotisation, ça sert à quoi? À rien. Fameux optique aujourd'hui du nihilisme. Eh bien, François Hollande répond, eh bien, ce ne sera plus une réduction d'impôt, ça sera un crédit d'impôt. C'est-à-dire, eh bien, votre cotisation syndicale, même si elle ne sert pas à réduire vos impôts puisque vous n'en avez pas, eh bien, elle prendra la forme d'un chèque qu'on vous restituera. Vous voyez, le syndicalisme est vraiment devenu, j'ai entendu le mot tout à l'heure également, un syndicalisme de militants et d'embourgeoisement, de militants d'accords collectifs et d'embourgeoisement. Donc, nous sommes bien loin, j'entendais tout à l'heure, des accords d'Amiens, nous sommes bien loin du syndicalisme populaire, nous sommes bien loin du syndicalisme social-chrétien inspiré de la Tour du Pin. C'est-à-dire ce fameux, entre guillemets, pour simplifier, cette fameuse gestion accompagnée. Je n'aime pas trop le terme cogestion, ça renvoie à des heures sombres de la fin des années 60, mais plutôt une gestion accompagnée. Alors, que faire et comment? Car c'est cela aussi, il faut apporter des solutions, ou en tout cas des pistes. Il faut évidemment, je l'ai entendu,
retrouver une représentativité pour le monde syndical en l'élargissant. C'est vrai que parfois à l'étranger, il y a 1 ou 2 syndicats, un en Allemagne, 2 très puissants par exemple en Espagne, un socialiste, un communiste. Chez nous, il y en a 5, on va dire, de grandes centrales. C'est vrai que la loi Fillon a essayé d'ouvrir, mais bien insuffisamment. Nous l'écoutions tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec Thibault de la Tocquenay. Il faut baisser ce taux de représentativité dans l'entreprise. Actuellement, il est à 10 dans l'entreprise et 8 au niveau national. Il faut le baisser à 3, 4, 5, en tout cas le baisser pour amener d'autres formes de syndiqués et d'autres formes de syndicalisme. Mais attention, quand même, attention. Je connais un peu, je ne raconte pas, je ne vais pas vous donner mon CV, je connais un peu le peuple de droite. Je sais que nous sommes au-delà de la droite et de la gauche, mais j'affirme plutôt, moi, avoir une conception de droite. Et le peuple de droite, parfois, est difficile à mobiliser. Attention, créer un nouveau syndicalisme, c'est comme tous les gens que nous avons vus aujourd'hui, tous ses amis, tous ses camarades, tous ses compagnons, c'est se mobiliser. Car descendre la barre à 3%, ça veut dire des syndicats trotskistes partout. Attention à la CNT. C'est une parenthèse, mais je tenais quand même à le signaler. Il n'y a pas que nous dans le monde, et malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas la même culture forcément que nous, cet apprentissage de, si j'ose dire, d'un certain romantisme de droite, je l'appelle comme ça, que n'ont pas les nervis que j'ai entendu parler Antifa. Enfin, pour moi, c'est un petit peu les nervis gauchistes. Donc, attention. Donc, effectivement, mettre fin à ce paradoxe de la façon dont nous l'avons tous indiqué au fil de la journée. N'oublions pas, je crois que quelqu'un l'a rappelé ce matin, que les syndicats sont présents partout. J'ai oublié tout l'aspect paritaire qui est né de la Seconde Guerre mondiale et de l'esprit de résistance. L'ARCO, la GIRC, les CAF, les CES, les conseils économiques et sociaux qui sont peuplés de syndicalistes. Il y en a partout. Ça peut être une opportunité, mais attention. C'est une mise en garde, bien évidemment, actuelle et pour l'évolution. Alors, je ne vais pas revenir sur la grande réforme manquée de la loi Fillon. J'avais noté un certain nombre de choses, mais tout a été dit. Ou presque. Donc, non, mais c'est vrai. Moi, je pense quelque chose quand même par rapport à François Fillon. François Fillon est un conservateur modéré. Il y a bien pire. Honnêtement, sur le marché politique, je pense qu'il y a bien pire. Et je constate que c'est à cause de cette loi d'un conservateur modéré, en tout cas c'est comme ça que je vois François Fillon, que c'est presque à cause de lui qu'un syndicat modéré réformiste comme la CFDT a failli ne plus être représentatif au niveau national. Vous voyez, c'est quand même un paradoxe. Venant de Fillon, vous voyez, je ne serai pas aussi aimable par rapport à d'autres hommes politiques classés à droite, mais je trouve que Fillon est un conservateur modéré. Alors, quand un conservateur modéré emploie, par le biais d'une loi, envisage de mettre à bas une centrale qui fonctionne très bien dans l'ouest de la France, où il fut, avant d'arriver dans les beaux quartiers de Paris, élu, je trouve ça quand même un peu dommage. Alors, quelle réforme? Qu'est-ce que nous pourrions proposer? Qu'est-ce que nous pourrions proposer au Front National? Qu'est-ce que nous pourrions essayer d'apporter? Alors, j'ai pensé évidemment à plusieurs options et je souhaiterais les lier, ces options, à différents éléments. D'abord, lier certaines personnes à l'entreprise, qui n'y sont plus, les retraités. Qui a parlé des retraités aujourd'hui? Eh oui, j'entendais, c'est vrai, mais on a oublié les retraités. Et les retraités, vous savez très bien, enfin, je ne veux pas faire de politique politicienne, on n'est pas là pour ça, mais les retraités, moi j'ai tenu des bureaux de vote pendant de très nombreuses années, à 8 heures, ils sont là pour voter. Bref, c'est une parenthèse. Entendent.
ce qui n'est pas le cas des jeunes, et même de droite. Et donc, les retraités qui ont quitté l'entreprise, parfois on quitte l'entreprise à 58, vous savez que la France, c'est aussi une carence, c'est le pays où on part le plus tôt, alors je ne vais pas dire à la retraite, puisque ce n'est pas forcément la retraite officielle, mais c'est le pays où on part le plus tôt de l'activité, 59 ans. 59 ans la moyenne. Alors je sais que la retraite c'est 62 ans, je sais que le taux plein c'est 67 ans, j'enseigne le droit de la sécurité sociale, je connais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a toute une manne de personnes qui ont 59 ans jusqu'à... D'ailleurs, Fillon a interdit, ça c'est une très bonne mesure, en 2003, a interdit que l'on licencie quelqu'un à cause de son âge, jusqu'à 70 ans. Eh bien, on pourrait prendre cette barrière. C'est-à-dire, évidemment, sur le cadre du volontariat, pourquoi est-ce que nos retraités ne pourraient-ils pas candidater aux structures des IRP, institutions représentatives des salariés, dans l'entreprise? Pourquoi la loi Evin, la loi Hollande leur permettent de conserver leur contrat santé? C'est un autre débat, mais c'est pour vous faire un petit peu un champ global. Pourquoi est-ce qu'une loi X ou Y ne leur permettrait pas de conserver, évidemment de manière bénévole, le droit de représenter dans l'entreprise? Moi, j'ai noté, je pourrais les retrouver de mémoire, mais j'ai noté un certain nombre de points positifs sur la personne des retraités. La connaissance de l'entreprise, l'apport de transmission aux salariés, la dépolitisation interne. Pourquoi la dépolitisation interne? Parce qu'ils n'ont pas de contrat de travail. Donc s'ils n'ont plus de contrat de travail, ils n'ont plus ce même rapport à l'entreprise, rapport au patron, entre guillemets. La sagesse de l'expérience, bien sûr, rappelons-nous les vieilles gérontocraties grecques. Et pourquoi pas donc une espèce de gérontocratie d'entreprise, hein, même si les âges sont totalement différents. Et évidemment, ils ont le temps de participer aussi à des formations, ils ont aussi le temps. Il y a, je pense, ici une idée à creuser. Réintroduire le retraité dans son entreprise. Pas dans n'importe quelle entreprise, bien sûr, avec des minima de temps, etc., etc. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, une idée force également, selon moi, c'est de retrouver des accords locaux. C'est-à-dire ne pas considérer que tout doit être fait par les organisations syndicales et patronales en haut. Et descendre au niveau des branches. Mais moi, j'irais même un peu plus loin parfois. Pourquoi? Eh bien, quel est l'élément où tout le monde se rencontre dans une entreprise? Alors, j'entends entreprise ici, évidemment, par rapport à 50 salariés. On peut baisser à partir de 11 si on parle des délégués du personnel. Mais en tout cas, je parle évidemment du comité d'entreprise à partir de 50 salariés, sachant qu'on peut très bien instituer, si le patron en est d'accord, un comité d'entreprise à 30, à 20, etc. C'est une possibilité conventionnelle, comme on dit. C'est ici que se fait le social et le culturel dans l'entreprise. Les tickets restaurants, les chèques vacances, l'ambiance, on reçoit le CHSCT, etc. Bon. Pourquoi pas plus d'économie? Pourquoi pas plus d'accords d'entreprise? Eh bien, moi, je vais vous le dire. Enfin, je vais essayer. En évitant de parler comme Nicolas Sarkozy. Je vais vous le dire. Mais, je dis souvent, au comité d'entreprise, qui siège? Les élus des salariés. Bon, très bien. Moi, je voulais introduire quelques retraités. Bon, après, sur quelle base, élus, c'est un autre débat. Mais siège aussi, et ça, moi, je trouve qu'il y a un conflit. Siègent de droit, de plein droit, les délégués syndicaux. Or, depuis la loi Fillon, justement, celle de 2008, il y a eu une en 2004, une en 2008, à partir du moment où il y a deux personnes qui sont syndiquées au même syndicat dans une entreprise, ils peuvent créer une section syndicale et avoir un délégué syndical. Donc, c'est assez simple. Ça veut dire qu'autour de la table, vous allez avoir les représentants du patronat. Alors, c'est exactement la même chose.
C'est pour ça que j'ai commencé mon discours par cela. Représentant du patronat, c'est-à-dire la DRH, ou le DRH, pardon, donc un cadre. Et de l'autre côté de la table, donc, les représentants élus et les délégués syndicaux. Ce qui me pose problème, parce que je le connais, mais ce qui me pose problème aussi théoriquement, c'est que si vous observez bien, vous allez avoir des prises de parole qui vont surtout être de la part des délégués syndicaux. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent plus, parce qu'ils ont plus l'occasion de s'exprimer, c'est tout. Ils n'ont pas le droit de vote, les délégués syndicaux, je sais, au CE, au comité d'entreprise. Mais ils donnent le là, ils donnent l'air, même s'ils ne font pas, enfin, en tout cas, oui, ils composent la musique, je veux dire, même s'ils ne la jouent pas. Et je pense que ce serait un bon champ, un bon terrain d'expérimentation de dissocier les délégués syndicaux et les élus du personnel. Il faut donner plus de pouvoir au comité d'entreprise. Mais pour donner plus de pouvoir au comité d'entreprise, il faut aussi éloigner la syndicalisation. Pour la syndicalisation, entendons-nous, les membres du CE élus sont toujours, peut-être, ça dépend s'ils sont élus au premier ou au deuxième tour, c'est encore un autre débat, sont peut-être des syndiqués, mais ce sont des syndiqués élus, alors que les représentants des sections syndicales sont des militants. C'est eux qui portent une parole parfois un peu politique, parfois. Donc voilà ma deuxième piste que je lance, c'est plus de pouvoir au CE avec des représentants uniquement élus. Allons encore un peu plus loin. Le problème du CE en France, c'est qu'il est composé donc des délégués syndicaux, des élus, et d'un représentant du patron qui peut se faire assister, enfin le patron, pardon, le chef d'entreprise qui peut se faire assister d'un cadre. J'ai observé un petit peu ce qui se passait à l'étranger, et par exemple en Allemagne, vous n'avez pas de représentant du chef d'entreprise, ce qui pour moi n'est pas très bon. On est vraiment en cogestion là, si vous voulez. Mais à la limite, c'est le système allemand. Bon, il fonctionne comme cela. En Belgique, par exemple, j'ai trouvé une idée fort bonne, c'est que nous avons une composition paritaire du comité d'entreprise. C'est-à-dire un comité d'entreprise à la fois élu par les salariés et choisi par l'employeur. Ce pourrait être une piste. Mais à la condition c'est toujours la même chose, de conférer à cet organe des pouvoirs autres que de distribuer les tickets restaurants. Il faut conclure. Alors, implication des retraités, je vous l'ai dit, développer les prérogatives des comités d'entreprise. Je ne répéterai pas mon troisième axe, puisque beaucoup l'ont abordé, favoriser les syndicats liés à la branche d'activité. L'utopie, effectivement, qui était révélée dans mon thème, le syndicat qui serait ouvert aux patrons, aux chefs d'entreprise comme aux salariés, pour l'instant, compte tenu des directives européennes aussi, il faut le dire, pour éviter de tomber dans la critique du corporatisme, j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui voulait supprimer, pourquoi pas, la loi Le Chapelier de 1791, pourquoi pas. Mais bon, nous sommes dans une structure qui est ainsi faite que supprimer la loi Le Chapelier, faudra, à mon avis, s'y reprendre à plusieurs fois. Enfin, si tenté soit-il que ce soit d'ailleurs un objectif. Donc, je suis effectivement pour l'émergence de la mixité dans l'entreprise. Et pour moi, l'émergence de la mixité dans l'entreprise, vous l'avez compris, c'est d'abord la réforme des comités d'entreprise, qui doit être le cœur de la décision. Merci à vous. Merci beaucoup.